Nelligan est fou, Nelligan est mort, vive Nelligan, c'est un génie. C'est ainsi qu'on pourrait résumer le mythe de Nelligan que j'ai évoqué dans les 2 dernières capsules et qui sera l'objet de cette capsule-ci, 3e et dernière pour la séance. Mais avant de vous parler du cas précis de Nelligan, je voudrais m'arrêter sur la notion même de mythe. Qu'est-ce qu'un mythe? Donc, le mythe peut avoir plusieurs définitions. Il peut être rattaché à la tradition orale, proche du premier sens de la légende qu'on a vu au dernier cours, donc soit un récit de l'origine, récit qui est composé donc qui compose toute une mythologie qui vise à donner sens à des éléments qui apparaissent inexpliqués, comme les phénomènes naturels. Par exemple, le mythe de Prométhée chez les Grecs ou différents mythes chrétiens. Dans l'usage plus courant, mythe peut aussi tout simplement vouloir dire pure invention de l'esprit. Quelqu'un de cynique pourrait dire, par exemple, l'atteinte du bonheur absolu est un mythe. C'est une chose à laquelle on ne croit pas, qui apparaît impossible. Or, la définition du mythe qu'on va retenir ici est plutôt celle qui renvoie à la représentation déformée d'un fait. Je lis les 2 définitions qui s'y rapportent dans le Petit Robert. Donc d'abord, représentation de faits ou de personnages souvent réels, déformés ou amplifiés par l'imagination collective, ont une longue tradition littéraire. Encore, images simplifiées, souvent illusoires, que des groupes humains élaborent ou acceptent au sujet d'un individu ou d'un fait et qui jouent un rôle déterminant dans leur comportement ou leur appréciation. On retient donc l'idée de déformation, qui peut être soit une amplification ou une simplification à partir d'un fait ou d'un événement réel. On pense par exemple au mythe du bon sauvage qu'on a vu au début de la session, où il s'agit d'une amplification, d'une forme d'idéalisation de la vie de l'Amérindien. À l'inverse, le mythe des filles du roi participe plutôt d'une simplification de la réalité historique, dans laquelle Laontan part de peut-être 1 ou 2 cas, ou même de simples rumeurs pour faire de l'ensemble des filles du roi des prostituées. Donc, première caractéristique du mythe tel qu'on l'entend ici, la déformation. Et on peut ajouter comme 2e caractéristique d'un fait ou d'un personnage réel. Donc, le mythe, comme la légende, part donc de la réalité pour la déformer. Les définitions du Robert font ressortir 2 autres caractéristiques, soit ce qui relève des dimensions collectives et historiques du mythe. Le mythe se perpétue dans une longue tradition littéraire, du moment où il est énoncé, donc il doit être relayé dans l'histoire pour pouvoir devenir mythe. C'est la popularité, par exemple, des récits de voyage au 18e siècle et des récits de Laontan qui vont permettre au mythe du bon sauvage, au mythe des filles du roi de se propager et de parvenir jusqu'à nous, même si aujourd'hui c'est pour être démythifié. Mais il y a cette idée d'une tradition donc de passation du mythe. De même, le mythe est une représentation collective partagée par un groupe d'individus et il est partagé, mais il est aussi construit par des individus qui propagent, qui élaborent, qui propagent, qui acceptent le mythe. Et ça a un impact plus large sur la conception du monde de ces individus. Donc, adhérer au mythe du bon sauvage, par exemple, c'est remettre en cause la vie en société, c'est percevoir le progrès comme néfaste, de s'imaginer que l'homme qui vit plus près de la nature est meilleur, quelque chose comme ça. De même, croire aux filles du roi, ce serait croire que la majorité des Québécois sont à un niveau ou un autre des filles des fils de P, 3 petits points. Bon, j'exagère un peu, mais c'est le principe, là. Donc, ça suppose aussi une conception plus large du monde. Donc, le mythe est une déformation d'un élément de la réalité partagé par une collectivité sur une certaine période de temps et qui va influencer d'une manière plus ou moins prégnante leur façon de voir la vie et qui va être modulée selon les époques par les conceptions qui vont changer.
Donc, je m'explique sur cette idée de modulation des conceptions à partir de cette citation de Marie-Catherine Huet-Brichard, donc qui théorise le mythe en littérature. Donc, le mythe est une parole essentielle, mais aussi une fiction. Il connote aussi bien la vérité que l'erreur. La réalité qu'il recouvre dépend donc du contexte historique et du champ scientifique dans lequel le locuteur se situe. Donc, on retrouve l'idée donc du réel déformé dans cette coexistence de la vérité et du mensonge, de la réalité et de la fiction. Mais Huet-Brichard va plus loin et ajoute l'idée que le mythe varie selon le contexte où il est réactivé, puisque le mythe assure une forme de cohésion sociale. C'est pour ça aussi que Patricia Smart affirme que les mythes nous renseignent autant sur ceux et celles qui y adhèrent que sur les personnes et les événements réels sur lesquels ils sont basés. Donc le mythe du bon sauvage nous en dit en effet peut-être davantage sur les Européens qui forgent le mythe que sur les Autochtones eux-mêmes. Les Européens projettent en effet sur l'Amérindien leur désir d'une vie plus proche de la nature, moins corrompue par la société. Donc l'Amérindien est fictif, mais le désir de cette vie près de la nature qui constitue le mythe, lui est réel et il est plutôt rattaché aux Européens. C'est pour ça, par exemple, que si vous avez lu les articles autour de la polémique d'Antin-Néligan, il est question de la remise en cause du mythe par la thèse de Francoli. Donc, si on accepte cette thèse, il n'y a en effet plus rien qui tient du mythe de Néligan. Or, ce mythe, s'il a aussi une aussi forte existence, c'est précisément parce qu'il correspond à l'image qu'on veut bien se faire d'un poète, celui de la malédiction littéraire qu'évoquait Pascal Brissette dans la citation que je vous ai lue dans la dernière capsule. Donc le mythe répond à cette image qu'on veut se faire du poète, donc le poète maudit, le poète soumis à la malédiction. Mais donc, s'il est fort aussi, ce mythe de Néligan, c'est parce qu'il se rattache à d'autres mythes de la culture québécoise, on le verra, comme celui de la dualité entre Canadiens, entre francophones et anglophones, par exemple. Or, donc, mon but dans cette capsule, sans nécessairement recourir à la thèse de Francoli, c'est aussi, en quelque sorte, de déboulonner le mythe de Néligan, non pas pour le discréditer, mais c'est plus intéressant d'aller voir comment il s'est construit, comment il a été véhiculé, et ça sans rien vouloir enlever à la beauté de la poésie de Néligan ou à son destin tragique dans les faits. Donc, allons-y. Donc, commençons par les sources du mythe. D'où vient ce mythe? Comment il s'est créé? Donc, trois sources principales seraient à la base du mythe de Néligan. D'abord, il provient en partie de la vie de Néligan, de sa biographie, qui est peu commune. On l'a vu dans la première capsule et on va y revenir dans un instant. Donc, ce fond de vie réelle qui est aussi à l'origine du mythe. Puis son œuvre, donc le mythe se nourrit aussi de l'œuvre de Néligan. On peut dire que Néligan est lui-même en partie l'artisan de son mythe, puisque sa poésie construit un personnage de poète duquel va se nourrir le mythe. Donc, cette partie-là, donc en quoi l'œuvre sert-elle de matériel de base pour la construction du mythe? C'est ce qui sera l'objet de la deuxième question d'atelier que je vous présenterai plus en détail à la fin de la capsule. Donc, je l'aborderai très peu, voire pas, dans ma présentation des constituants du mythe par la suite. Donc, première source, la vie de Néligan. Deuxième source, son œuvre. Et troisième source, je l'ai évoqué dans les capsules précédentes, Louis Dantin, que Régent Robidoux qualifie de critique, créateur, père et sauveur de Néligan, qui va contribuer à forger sa légende ou son mythe, plus précisément à travers la préface qu'il va rédiger pour l'édition de son œuvre. Je lis ici le premier paragraphe, simplement le premier paragraphe de la préface pour vous donner une idée du ton et de la nature du texte de Dantin. Je rappelle que cette préface a été écrite en 1902, et donc elle va paraître dans
l'édition de 1904, alors que Nelligan est interné depuis 1899. Et c'est comme ça que ça commence sur l'internement de Nelligan perçu comme une forme de mort. Donc je cite. Émile Nelligan est mort. Peu importe que les yeux de notre ami ne soient pas éteints, que le cœur batte encore les pulsations de la vie physique, l'âme qui nous charmait par sa mystique étrangeté, le cerveau où germait sans culture une flore de poésie puissante et rare, le cœur naïf et bon, sous des dehors blasés, tout ce que Nelligan était pour nous, en somme, et tout ce que nous aimions en lui, tout cela n'est plus. La névrose, cette divinité farouche qui donne la mort avec le génie, a tout consumé, tout emporté. Enfant gâté de ses dons, le pauvre poète est devenu sa victime. Elle l'a broyé sans merci, comme Hégésippe Moreau, comme Maupassant, comme Baudelaire, comme tant d'autres auxquels Nelligan rêvait de ressembler, comme elle broiera tôt ou tard tous les rêveurs qui s'agenouillent à ses autels. Donc déjà, vous remarquez ici le style de Dantin et sa volonté de faire de Nelligan une victime ou quelqu'un qui a eu un parcours difficile et exceptionnel. Notons aussi l'usage du « nous » par Dantin, qui est donc tout ce que Nelligan était pour nous, notre ami. Il semble ici que c'est pas tant un nous de modestie qui désignerait l'auteur du texte, donc Dantin lui-même, mais bien presque déjà un nous collectif, comme si Nelligan avait déjà une signification collective qui cherchait que Dantin cherche à mettre en évidence. Il fait de Nelligan quelque chose comme un enfant du peuple, ce qui est assez typique de la construction mythique. Donc pour que l'objet du mythe ait une réelle portée collective, alors même que, et c'est là le paradoxe, que Nelligan se décrivait plutôt comme étant en marge de la société, voire rejeté. Donc allons voir les composantes du mythe maintenant. Donc, quels sont les constituants du mythe qui auréolent Nelligan d'une espèce d'aura d'exception? Donc d'abord, on retient souvent le motif de l'étoile filante, pour parler de Nelligan en raison de son passage court mais intense dans le milieu littéraire canadien-français. On va parler d'une fulgurance toute rimbaldienne en faisant le parallèle avec Arthur Rimbaud, qui lui aussi a eu un passage assez court et intense dans le milieu littéraire français quelques années auparavant. Donc, le fait que Nelligan soit en quelque sorte mort à 19 ans, selon le postulat de Dantin au début de sa préface, ça insiste sur le caractère éphémère de sa vie et de sa carrière. Donc, une étoile pour la fulgurance, donc toute cette œuvre écrite en quelques années par un jeune homme, et donc une œuvre qui est forte, donc aussi. Donc fulgurance de l'étoile filante, mais aussi l'étoile dans sa dimension sacrée. Donc c'est l'étoile qui annonce l'arrivée du Sauveur. On se rappelle en effet que Nelligan est né le 24 décembre, ce qui va le rapprocher dans l'imaginaire du mythe de l'image christique, donc l'image du Christ. C'est l'être d'exception qui apporte la vérité, mais qui sera persécuté. Donc c'est un peu autour de cette image de l'étoile que va se constituer une partie du mythe. Autre élément du mythe de Nelligan, celui du poète enfant. Donc l'image de l'enfant prodige qui a écrit toute sa poésie entre 16 et 19 ans. Encore ici, le parallèle est fait avec l'adolescent rimbaldien, donc avec Arthur Rimbaud, à la fois bohème et pur, insouciant et innocent, donc dont l'enfance sera par ailleurs brusquement arrêtée, ce qui fait si en fait une image d'autant plus chargée que cette enfance-là va se couper brusquement. Donc cet aspect du mythe a un ancrage dans la réalité, dans la biographie de Nelligan. Il y a un ancrage dans sa poésie. Je m'y arrête pas ici puisque je vous rappelle que ce sera votre tâche de le faire dans l'atelier.
Mais l'image de l'enfant est aussi mise en évidence dans la préface de Dantin, on l'a vu, qui désigne Néligan par exemple comme un enfant de 19 ans ou dans l'extrait que je vous ai lu, comme un enfant gâté de ses dons. Et donc cette citation-là, un enfant gâté de ses dons, renvoie aussi à la troisième composante du mythe, soit l'image du génie naturel. C'est-à-dire que pour Néligan, la poésie ne serait pas un travail, c'est une forme de don, un talent naturel qu'il n'a pas eu à développer. Donc, c'est cette image du don fait oublier, et Dantin est pourtant aux premières loges pour le savoir, fait oublier que Néligan retravaillait ses poèmes. Donc, s'il avait du talent, il y avait aussi du travail dans la production de Néligan. Or, le mythe tend à détacher le poète des viles tâches matérielles terrestres, qui serait le travail acharné de la poésie. Au contraire, on va dématérialiser un peu l'image du poète, et on le voit bien dans la description qu'en fait Dantin. Néligan apparaît un peu comme une âme sans corps. Je rappelle le passage un passage que j'ai cité tout à l'heure, l'âme qui nous charmait par sa mystique étrangeté. Donc c'est pas l'individu, c'est pas la personne, c'est l'âme qui incarne Néligan. Ou un autre passage, le cerveau où germait sans culture une flore de poésie. Donc ici, ce génie naturel, c'est là qu'on le voit dans la métaphore de la flore, qui nous laisse croire que la poésie de Néligan donc pousse de l'esprit de Néligan sans qu'il n'ait eu à y semer une graine de culture. Donc c'est un peu la métaphore. C'est comme si c'était une production spontanée. Donc cette poésie naît de rien. Donc elle est donc vierge de toute influence. Or, au contraire, on l'a vu, et certains lui ont même reproché, Néligan possédait une certaine culture littéraire issue de ses lectures, et ce sont d'elle, et non pas d'un génie inné, donc que serait née sa poésie. Ce sont de ces influences françaises qui se ressentent dans sa poésie. Et donc il y a une certaine culture, et c'est de là que va naître la poésie de Néligan. Malgré cette volonté de le faire présenter comme un génie naturel. Prochain constituant du mythe, bien sûr le destin tragique. Le fait que Néligan a été interné à 19 ans, ce que Dantin présente comme une forme de mort prématurée. Donc, cette mort qui est d'autant plus tragique qu'elle apparaît comme une chute vertigineuse, alors que quelques mois plus tôt, Néligan aurait été au sommet de sa gloire, lors du soi-disant triomphe au moment où il va lire sa Romance du vin à la séance annuelle de l'École littéraire de Montréal. Je vous lis le passage portant là-dessus dans la préface de Dantin. Donc, j'ai vu un soir Néligan en pleine gloire. C'était au château Ramsay, à l'une des dernières séances publiques de l'École littéraire de Montréal. Quand l'œil flambant, le geste élargi par l'effort intime, il clama d'une voix passionnée sa Romance du vin, une émotion vraie étreignit la salle et les applaudissements prirent la fureur d'une ovation. Hélas, 6 mois après, le triomphateur subissait la défaite suprême. Non, la suprême défaite. Donc, Néligan aurait connu en moins de 6 mois, et en fait, si on se fie sur les véritables dates, c'est plutôt 3 mois, donc entre mai 1899, la lecture de son texte, et août 1899, son internement. Donc, Néligan aurait connu une chute vertigineuse de la gloire à la déchéance. Or, il faut noter que quand on lit les journaux de l'époque, qui rendaient compte, on l'a vu... Donc, qui ont rendu compte de la séance publique du 26 mars 1899, on ne trouve pas de traces d'un tel triomphe, tel que décrit par Dantin. Est-ce que sa mémoire lui fait défaut? Est-ce que ça s'est passé à huis clos, plutôt après, entre les membres de l'École littéraire de Montréal qui ont ovationné Néligan? Ou est-ce que Dantin invente tout simplement cette partie de l'histoire ou exagère dans la perspective de glorifier le poète. Donc là, on ne sait pas exactement, mais dans tous les cas, on n'a pas la même information dans les journaux de l'époque et on a l'impression que s'il y avait véritablement eu une fureur d'applaudissements et une ovation, ça aurait probablement été porté à la connaissance du public.
Donc ce triomphe fait peut-être simplement partie du mythe, puisque c'est quelque chose qu'on entend en plus très très souvent. Donc c'est un motif qui renforce le mythe du destin tragique dans l'idée de la chute vertigineuse qui va suivre. Donc le mythe repose aussi en grande partie sur l'idée que Néligan est un être déchiré, déchiré à la fois sur le plan identitaire et sur le plan psychologique. Sur le plan identitaire, on renvoie généralement à ses parents, son père irlandais, sa mère québécoise. Donc le fait qu'il ait une identité éclatée entre deux nations et entre les deux nations qui tiraillent l'identité québécoise, l'anglaise et la française. Et donc le fait qu'il ait dû choisir en quelque sorte entre ces deux identités, qu'il ait eu à franciser son nom, donc ce qui prouverait qu'il n'est pas en paix avec sa première identité, celle qui serait donnée par son père et inscrite dans son nom de famille, etc. Donc ce sont tous des motifs qu'on va faire ressortir lorsqu'on veut montrer la déchirure identitaire de Néligan. On va aussi faire jouer bien sûr le complexe d'Œdipe, la vénération que Néligan avait pour sa mère et le rejet du père notamment. Donc première façon dont l'identité de Néligan est éclatée, donc entre Canadien-français, Canadien-anglais, ici. Cette identité éclatée sera aussi, selon Dantin, non seulement donc à l'origine d'un conflit identitaire, mais aussi à l'origine de l'instabilité psychologique de Néligan. Donc, alors que Dantin affirme dans sa préface, je cite, né d'un père irlandais, d'une mère canadienne-française, il sentait bouillir en lui le mélange de ces deux sangs généreux. C'était l'intelligence, la vivacité, la fougue endiablée d'un Gaulois de race, s'exaspérant du mysticisme rêveur et de la sombre mélancolie d'un barde celtique. Donc, dans l'imaginaire des peuples, les Gaulois, donc ce qui se rapproche des Canadiens français, donc la lignée des Canadiens français, sont réputés pour être prompts à l'emportement, vifs, fonceurs, alors que les Celtes, donc ancêtres des Irlandais, seraient plutôt prompts à l'imagination, à la rêverie, à la mélancolie. Et donc, ça serait la rencontre de ces deux cultures, ou de ces deux identités contraires, donc la fougue d'un l'un, la rêverie de l'autre, qui ferait de Néligan un être instable et déchiré sur le plan psychologique. Donc c'est un peu la thèse qu'avance Dantin dans son texte. Bien sûr, cette fragilité psychologique prend une grande place dans la construction du mythe, plus largement en lien avec la folie. Néligan est un poète victime de la névrose. Donc névrose qui, dans le texte de Dantin, s'écrit avec une majuscule, est véritablement l'objet d'une allégorie. Si vous retournez voir le texte, c'est la névrose qui agit sur Néligan, alors que lui est passif. Il est victime de cette folie qui l'envahit. De même, dans les notices nécrologiques de Néligan, on va parler de son mal étrange ou d'un mal qui ne pardonne pas. Donc, il y a une part de mystère qui entoure sa folie. Mystère qui est bien sûr explicable par le fait que la psychiatrie n'était pas au début du siècle ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est quand même un mystère qui contribue à faire de la folie de Néligan quelque chose de nébuleux, quelque chose d'inexplicable, et ça c'est très propice à développer un aura mythique. D'ailleurs, Néligan lui-même, dans sa poésie, vous le verrez, mais aussi donc dans ses propos, a contribué à la naissance de son mythe, du moins selon Dantin, qui nous rapporte ici quelque chose que Néligan aurait dit. Donc je cite, donc Néligan nous a dit, sans euphémisme, « Je mourrai fou ». Comme Baudelaire, ajoutait-il en se redressant dans une sorte de coquetterie et de fierté. Donc Dantin dépeint ici un Néligan qui semble conscient que la malédiction littéraire est nécessaire pour faire de lui un poète authentique. Comme si Néligan se prédit à lui-même cette malédiction, voire se la souhaite dans la perspective de faire de lui un vrai poète. Donc Néligan aurait été tout à fait conscient de cette vieille association entre génie et folie qui est propice à la naissance du mythe.
Enfin, le mythe de Néligan se forge aussi sur l'image du poète maudit, soit de l'être marginalisé, rejeté, incompris par la société. C'est bien sûr très présent dans sa poésie, comme vous le relèverez sûrement dans le cadre de l'atelier. C'est aussi présent sur le plan biographique, puisque les critiques qui vont chercher à véhiculer le mythe vont souvent référer au fait que dans sa jeunesse, son goût pour l'art ou la musique classique vont tout de suite le placer en marge de son groupe social. Puis Dantin va pour sa part inscrire Néligan dans cette filiation de poètes maudits que sont par exemple Maupassant ou Baudelaire dans l'extrait que je vous ai lu. Et même plus loin, la description physique que Dantin va faire de Néligan va chercher à l'associer à l'image qu'on se fait du poète maudit. Je cite, « Une vraie physionomie d'esthète, une tête d'Apollon rêveur et tourmenté ». Donc voici les principaux constituants du mythe de Néligan, qui, je le répète, donc reposent pour la plupart sur des faits réels de la vie et de l'œuvre de Néligan, mais qui d'abord ont été sélectionnés pour leur potentiel mythificateur. Donc on retient peu, par exemple, le fait que Néligan ait travaillé 2 semaines dans une banque, ou en fait a travaillé comme comptable. On évoque peu aussi le fait qu'il était croyant et qu'il prenait ses conseils d'un prêtre, aussi débauché Dantin soit-il. Donc ça, c'est des éléments que le mythe a pas retenu, parce qu'ils n'ont pas nécessairement un potentiel mythificateur. Donc on retient des éléments de sa vie qui ont ce potentiel-là, puis ces faits sont déformés, exagérés, grossis, pour en faire ressortir soit la dimension tragique, soit la dimension exceptionnelle. Donc voilà, on a vu les sources, on a vu les constituants, mais comme je le mentionnais, pour qu'un récit devienne un mythe, ou pour que le mythe s'impose, il faut qu'il soit repris et véhiculé. Donc je veux m'arrêter maintenant brièvement sur un cas récent qui montre comment s'incarne le mythe et comment il se modifie aussi ou se module selon les époques et selon le contexte. Donc, cette récente incarnation du mythe, c'est l'opéra Néligan, qui a été écrit en 1990 par Michel Tremblay, avec une musique d'André Gagnon, et qui a été monté à 3 reprises, donc en 90, en 2011, puis tout récemment au début de 2020. L'opéra a aussi été enregistré sur disque par l'Orchestre symphonique de Montréal en 2005. Donc, pour résumer l'opéra, je vais citer ici Wikipédia. Mais notez que d'une part, c'est un article qui est certifié article de qualité dans l'encyclopédie en ligne, et que d'autre part, le passage cité réfère directement à des ouvrages ou des textes de Paul Wyszynski, Pascal Brissette et Jean Larose, qui sont tous des chercheurs reconnus et fiables quand il s'agit de parler de Néligan. Donc je cite, « Dans cet opéra, le protagoniste est un héros exemplairement québécois, engagé dans une quête prométhéenne de la poésie, et en tant que tel dangereux pour l'ordre social parce que rebelle, insoumis et irréductible. Reprenant la thèse de Jean Larose, Michel Tremblay s'emploie à réduire le père Cyr, donc Louis Dantin, au Bénet qui aurait voulu faire connaître des poèmes édifiants et donner de Néligan la vision d'un poète catholique, et attribue le malheur de Néligan à une famille tiraillée entre 2 cultures inconciliables, ainsi qu'à l'amour ambigu, vaguement incestueux que l'adolescent vouait à sa mère. Donc on voit ici que le mythe de Néligan est modelé en fonction du contexte et de l'auteur du livret de l'opéra, Michel Tremblay, qui fait Néligan un héros québécois, un peu comme un modèle de héros québécois déchiré entre 2 identités et en conflit avec le monde. C'est en quelque sorte une relecture ou une adaptation du mythe en fonction des préoccupations de la Révolution tranquille ou de l'idéologie nationaliste, même si on est déjà en 1990. Donc, l'opéra accorde en effet beaucoup d'importance aux parents de Néligan, donc à cette dualité entre français et anglais. L'opéra est même en partie bilingue, puisque le père de Néligan parle presque uniquement anglais dans la pièce. C'est aussi dans cette perspective, donc la perspective de la Révolution tranquille, donc qu'on réduit le rôle de Dantin
Et donc que le personnage de Eugène Cyr apparaît un peu ridicule par rapport au génie de Néligan. Donc le fait que Dantin était prêtre, on le discrédite dans un récit qui se veut une allégorie du Québec, par exemple. Donc, dans cet opéra, Néligan, à travers son mythe, incarne le Québécois rebelle, insoumis, tiraillé entre deux cultures, mais qui choisit résolument, voire incestueusement, la culture française de sa mère et qui se distancie aussi de la religion, ou donc dans lequel la religion est plus ou moins le beau rôle. Donc on voit, comme je l'évoquais au départ avec la citation de Patricia Smart, que le mythe dans ses différentes versions en dit plus sur les auteurs qui vont le reprendre que sur la réalité qu'il met en scène. Donc c'est beaucoup plus évocateur des intérêts et des préoccupations de Michel Tremblay que de la véritable vie de Néligan. Cela dit, si vous avez envie de voir l'opéra, la production de 1990 est entièrement disponible sur YouTube. Je vous ai mis le lien sur Moodle. L'opéra en soi n'est pas mauvais, loin de là. Il suffit juste de se rappeler que c'est pas un portrait fidèle, c'est pas une biographie de Néligan, ni un hommage à sa poésie d'ailleurs. Si vous souhaitez entendre la poésie de Néligan chanter, sachez que dans l'opéra, il n'y a que 2 poèmes qui sont présents, dont la romance du vin que je vous ai fait écouter la dernière fois, et le vaisseau d'or, dont je vous donne aussi le lien sur Moodle pour une interprétation par Marc Hervieux dans la toute récente production. Donc c'est pas un opéra sur la poésie de Néligan, c'est un opéra sur Néligan et plus largement même sur le mythe de Néligan tel que vu par Michel Tremblay. Par ailleurs, je souligne que j'ai mis des versions chantées de la poésie de Néligan sur Moodle, donc toutes sortes d'autres reprises de Néligan, dont une version métal, je préfère vous avertir avant que vous l'ouvriez et que vous fassiez le saut. J'ai aussi déposé un sketch humoristique d'André Sauvé à partir d'une strophe de Néligan, donc sketch que vous connaissez peut-être, mais qui vaut la peine d'aller voir si vous le connaissez pas ou revoir. Donc tout ça pour dire qu'au-delà du mythe, l'œuvre de Néligan circule jusque dans la culture populaire, elle fait partie du fonds culturel commun des Québécois. Donc vous pourrez aller voir ça sur Moodle, donc ce dossier des différentes versions donc qui appartiennent à la culture populaire. Je vous proposerai aussi une chanson à la fin de cette capsule, comme à l'habitude, mais avant, je vous explique la deuxième question d'atelier. Pour cette deuxième question d'atelier, je vous demande donc de vous pencher sur la poésie de Néligan afin de montrer qu'elle constitue une des 3 sources du mythe. On a vu que la vie de Néligan était une première source, la préface de Dantin en est une autre, puis on retrouve des bases du mythe dans la poésie. Donc, à partir des poèmes donnés à lire, montrer que la poésie de Néligan est de nature à nourrir le mythe à son sujet. Autrement dit, chercher des occurrences des divers constituants du mythe au sein même des poèmes de Néligan. Je vous laisse travailler là-dessus en préparation à l'examen final, je vous le rappelle, mais avant, une dernière version chantée d'un poème de Néligan, cette fois-ci Le vaisseau d'or, chanté par Claude Dubois. Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif,
Ses mains touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue, s'étalait à sa proue au soleil excessif. Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Mais il vint une nuit frapper le grand écueil dans l'océan trompeur où chantait la sirène. Et le naufrage horrible inclina sa carène aux profondeurs du gouffre, immuable cercueil. Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Ce fut un vaisseau d'or dont les flancs diaphanes révélaient des trésors que les marins profanes, des goûts, haine et névroses entre eux ont disputé. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mains touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue, s'étalait à sa proue au soleil excessif. Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Hélas, il a sombré